Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est l'analyse fonctionnelle et on va essayer de comprendre certains principes d'évolution des objets. Allez, c'est parti. On va commencer par étudier l'analyse fonctionnelle. Avant de rentrer dans tous les schémas classiques de l'analyse fonctionnelle que vous avez vus en cours, on va essayer de comprendre à quoi ça peut servir. Donc l'analyse fonctionnelle, ça va servir à dire à quoi sert l'objet. Effectivement, quand on conçoit des objets, c'est-à-dire qu'on les invente, il faut se poser la question à quoi est-ce qu'il va servir, dans quel environnement il va être. Eh bien, tous les outils de l'analyse fonctionnelle vont nous aider à nous questionner sur l'utilité de l'objet afin d'être certain d'inventer, de concevoir un produit qui répondra bien aux besoins de l'utilisateur. Les documents ainsi créés, compilés, c'est-à-dire mis les uns avec les autres, vont nous permettre en fait de définir le cahier des charges du produit. On dit que c'est un cahier des charges fonctionnel. On note aussi ce cahier des charges CDCF, cahier des charges fonctionnelles. C'est ce que doit faire le produit en termes de performance attendue. Par exemple, ici, si je prends un téléphone classique, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit être capable de composer les numéros pour joindre un correspondant. Tandis que le cahier des charges d'un smartphone qu'il y a à côté est légèrement différent. Bien sûr, on doit pouvoir composer des numéros pour appeler, mais faire aussi bien d'autres choses. Allez, maintenant, on va essayer de regarder les outils classiques de l'analyse fonctionnelle que l'on peut rencontrer en technologie. L'un des premiers outils que vous rencontrerez classiquement, c'est ce que l'on appelle le diagramme bêta-corne. Dans ce diagramme-là, on met le produit au centre, par exemple une brosse à dents. On dit dans cette bulle-là à qui sert le produit, par exemple un utilisateur lambda, un particulier dans sa maison. Sur quoi ça agit? Eh bien, la brosse à dents, ça agit sur les dents, le dentifrice, on peut lister ici différentes choses, et enfin, dans la dernière bulle, on dit dans quel but est créé le produit. C'est le but ultime de création du produit. Ici, eh bien, la brosse à dents sert à un particulier pour se brosser les dents avec du dentifrice. Voilà la réponse à la question qui va venir récapituler à qui le produit et sur quoi est-ce que ça agit. Le second diagramme, le second schéma que l'on peut rencontrer, c'est le diagramme des interacteurs. On trouve aussi le nom de diagramme pieuvre. Donc dans ce diagramme-là, on fait comme tout à l'heure, on met le nom du produit ici dans une bulle au centre. Ensuite, ce que l'on va faire, on va venir lister dans des bulles tout autour de cette bulle au centre les éléments des milieux extérieurs. Les éléments des milieux extérieurs, ce sont des choses tangibles, c'est-à-dire qui existent physiquement, qui vont avoir une interaction avec la brosse à dents dans une phase donnée de sa vie. C'est-à-dire, par exemple, quand je l'utilise, ou quand je la range, ou quand je la fabrique. Allez, maintenant, on va regarder, par exemple, pour la phase d'utilisation. Eh bien, la brosse à dents, elle va interagir, par exemple, avec un utilisateur, qui était mon particulier. Elle va interagir aussi avec du dentifrice, un autre élément tangible extérieur. Elle va interagir aussi avec l'eau du robinet. Etc., etc. On pourrait ensuite dire par exemple dans le verre dans lequel on va la ranger ou dans la trousse de toilette dans laquelle on va la ranger. Bref, il faut essayer de lister le plus grand nombre de choses possibles. Elle pourrait aussi interagir avec la poubelle au moment où on va venir la jeter, etc., etc. Plus cette liste ici d'éléments des milieux extérieurs sera complète, plus le cahier des charges sera complet et plus on pourra concevoir, inventer une brosse à dents qui sera intelligente. Alors je vais arrêter ma liste ici, bien sûr, pour pouvoir donner un exemple dans un temps relativement réduit. Ensuite, ce que je vais faire, je vais regarder comment est-ce que deux milieux extérieurs vont interagir l'un avec l'autre grâce à la brosse à dents. En fait, c'est ce à quoi sert la brosse à dents. Si on se souvient bien, dans le diagramme précédent, on avait dit que la brosse à dents servait à l'utilisateur pour se brosser les dents avec du dentifrice. Eh bien, je vais pouvoir mettre par exemple un trait ici, plutôt une courbe, qui relie le dentifrice à l'utilisateur en passant par la brosse à dents. C'est ce que l'on va appeler
une fonction principale que l'on va noter fp, puis ensuite on va la numéroter fp1 par exemple pour la première fonction principale. On va venir la détailler avec un verbe d'action à l'infinitif suivi d'un complément. Ici c'est se brosser les dents avec du dentifrice. Il peut y avoir bien sûr d'autres fonctions principales qui expliquent à quoi sert notre brosse à dents. On va s'arrêter ici. Ensuite, on va regarder ce que l'on appelle les fonctions contraintes, des fois aussi appelées fonctions d'adaptation. Effectivement, la brosse à dents va devoir s'adapter aux différents éléments des milieux extérieurs. La brosse à dents doit pouvoir s'adapter au dentifrice. Effectivement, elle doit devenir, par exemple, contenir le dentifrice et ne pas lui permettre de tomber de la brosse à dents. Ça peut être ma première fonction contrainte. Donc, maintenir le dentifrice sur ses poils. Elle doit aussi, par exemple, s'adapter à l'utilisateur. Alors, elle peut s'adapter à l'utilisateur de différentes manières. Le but, c'est de noter toutes les manières sous la forme d'une liste de fonctions contraintes. Cette fonction contrainte, je vais la noter FC et je vais la numéroter, FC2 pour la deuxième, FC3 s'il y en a une autre, etc. etc. Il faudra que je m'adapte aussi à l'eau du robinet. De toute manière, s'il y a un milieu extérieur, forcément, on va devoir s'y adapter. Une fois le diagramme complété et la totalité des fonctions identifiées, on va devoir les remplir dans un tableau de caractérisation des fonctions. C'est un tableau sous la forme d'une liste qui va reprendre le nom des fonctions fp1, fp2, fc1, fc2, etc. Leur désignation, c'est-à-dire ce qu'elles font, avec un verbe d'action à l'infinitif ainsi qu'un complément. On va leur donner des critères, des niveaux et des flexibilités. Ce tableau de caractérisation des fonctions, on le trouve aussi parfois, en tout cas dans la norme NF, sous le nom de cahier des charges fonctionnelles. Donc le critère, c'est quoi? Eh bien, c'est comment est-ce qu'on va venir juger la fonction. Par exemple, dans mon exemple précédent, la FC2, c'était quelque chose qui était une adaptation par rapport à l'utilisateur. Ici, tenir dans la main. Eh bien, qu'est-ce qu'il peut y avoir? La longueur, le diamètre, est-ce qu'il y a des formes pour les doigts, etc. etc. Ça, ce sont des critères. Comment est-ce qu'on va juger que l'on tient bien dans la main? Si je détaille le critère de longueur, par exemple, eh bien cette longueur, il faut que je lui donne ensuite un niveau, c'est-à-dire une valeur minimale, maximale, moyenne, en tout cas quelque chose de chiffré que je vais essayer d'atteindre. Par exemple, ma longueur, 120 mm minimum ou 160 mm maximum. C'est la longueur donc de ma poignée. Et enfin, la flexibilité, elle va varier de F0 à F3. F0, c'est impératif. Ça veut dire qu'il va falloir respecter scrupuleusement les niveaux ici affectés aux critères pour la fonction. F3, au contraire, c'est qu'on a des latitudes. On n'est pas obligé de respecter ça scrupuleusement dans le cahier des charges. Alors à quoi ça sert? Eh bien à ordonner les priorités de réalisation du système. Tout ce qui serait F0, ça sera le plus important, donc ce sur quoi on va pouvoir mettre le plus d'argent dans le développement du système. Tandis que les autres fonctions, ce sont des choses annexes. C'est donc inutile d'essayer d'être trop précis. On essaiera d'être précis, mais si on ne l'atteint pas, ce n'est pas grave, ça ne remet pas en cause l'intégrité de la conception du système. Des objectifs de préservation de l'environnement peuvent être des fonctions, ou plutôt des valeurs à donner aux fonctions à l'intérieur de notre cahier des charges. Ce n'est pas quelque chose d'à part, c'est quelque chose de complètement intégré au cahier des charges. Simplement, il va falloir faire attention à certaines choses. Effectivement, le produit va subir un cycle de vie que j'ai schématisé ici, qui est bien sûr pas totalement terminé. Ce cycle de vie passe de l'existence virtuelle du produit, c'est-à-dire sa conception, le produit n'existe pas encore, il est sur plan, sur ordinateur, à la fabrication, sa distribution, son transport, son installation chez les personnes, son utilisation normale en tant que produit, jusqu'à sa destruction ou son recyclage ou sa valorisation. Et à chaque phase de vie du produit, eh bien, il va y avoir des fonctions à identifier et un impact sur l'environnement. Se focaliser sur l'amélioration du produit et de son impact environnemental seulement sur la phase d'utilisation normale n'est pas une bonne idée. Effectivement, peut-être qu'en utilisation normale, on va pouvoir réduire son impact, mais peut-être que cette réduction d'impact aura, elle, un effet négatif sur la phase amont ou aval
de son utilisation. Par exemple, en remplaçant des moteurs à énergie fossile par des moteurs électriques, ça peut être une bonne idée, mais ça peut aussi être une mauvaise idée parce qu'à ce moment-là, on va avoir des batteries qu'il va falloir recycler qui sont potentiellement, elles aussi, polluantes. Donc il faut bien peser la totalité du cycle de vie du produit pour gérer un impact environnemental. On va maintenant regarder les tendances d'évolution des produits. Effectivement, quand on rédige un cahier des charges, il peut être intéressant tout de suite d'essayer de voir quelles sont les tendances d'évolution des produits d'une manière générale, afin de voir si on ne peut pas concevoir tout de suite un produit plus évolué. Durant la rédaction du cahier des charges, on peut se poser la question de l'évolution des produits. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper une évolution en créant tout de suite le projet version 2 plutôt que passer par la version 1 par exemple? Alors il existe toute une série de règles, bien entendu. Je vous en ai extrait ici 4 tendances d'évolution des produits d'une manière générale. La première tendance, c'est la plus évidente, c'est l'amélioration des sous-parties. Peut-être qu'on ne peut pas améliorer le produit dans son intégralité, mais que l'on peut améliorer une partie de ce produit. Par exemple, je prends mon smartphone, eh bien si je ne peux pas améliorer par exemple le smartphone dans sa globalité, je peux peut-être changer le capteur d'appareil photo en mettant un capteur qui est plus sensible, qui a par exemple une plus grande résolution, ou en ajoutant par exemple un deuxième capteur photo pour créer un effet plus complexe au niveau de la photo. Ensuite, je peux aussi lui ajouter de nouvelles fonctions. Effectivement, mon produit rendait un premier service, peut-être qu'il va pouvoir rendre d'autres services. Donc pour se poser la question des nouvelles fonctions, eh bien, les outils que l'on a vus ici précédemment vont nous aider. Si on identifie bien entendu la totalité des éléments des milieux extérieurs, tout ce qui va interagir avec le produit durant sa vie, eh bien, si on se questionne bien, on va peut-être pouvoir se dire, mais peut-être que mon produit va permettre de faire interagir 2 éléments des milieux extérieurs supplémentaires auxquels je n'avais pas pensé. Bien, pensez au téléphone, encore une fois, à la base le téléphone ne servait qu'à téléphoner, et bien maintenant le smartphone a tout un tas de nouvelles fonctions qui sont intégrées tout de suite. Ensuite, la tendance à l'automatisation, c'est-à-dire à faire moins appel à l'utilisateur final. De toute manière, dans un produit, il y a presque toujours un utilisateur humain final. Eh bien, la tendance à l'automatisation, c'est ne pas faire appel à cet utilisateur final dans l'utilisation du produit. Par exemple, dans les réglages qui vont venir se faire tout seul, sans assistance, les recharges automatiques. Par exemple, je prends un aspirateur robot, et bien l'aspirateur robot, il n'y a pas besoin de le brancher, il retourne tout seul à sa base. Eh bien, toutes ces petites tendances à l'automatisation, c'est une tendance générale de l'évolution des objets. Ensuite, dernière règle que l'on retrouve assez souvent, c'est l'intégration à un super système ou un système de taille supérieure. Par exemple, je mets le téléphone à l'intérieur de ma voiture, je mets le GPS à l'intérieur de mon téléphone, etc. C'est-à-dire ce qui était un produit à part entière avant et séparé, eh bien je le mets dans un produit plus grand qui va venir l'intégrer. Ça revient un petit peu à rajouter de nouvelles fonctions, mais d'une manière différente. C'est plus que rajouter des fonctions, je rajoute un produit à l'intérieur du produit. Voilà, cette vidéo sur l'analyse fonctionnelle est terminée. On récapitule rapidement ce qu'on vient de voir ensemble. L'analyse fonctionnelle, c'est se poser les questions de à quoi sert l'objet, quelle fonction il va avoir, et c'est rédiger son cahier des charges. Pour faire une analyse fonctionnelle, on peut commencer avec ce genre de diagramme qui pose la question de l'existence du système, à quoi il sert, à qui il sert et sur quoi est-ce qu'il va agir. Ensuite, on complète ce diagramme-là par un diagramme ici des interacteurs ou un diagramme pieuvre par exemple qui met en relation mon système avec des éléments des milieux extérieurs qui sont des choses physiques qui vont interagir avec le système. On rajoute des traits à chaque fois qu'il y a une interaction et ces traits vont se nommer des fonctions. Principales, si je relie 2 milieux extérieurs grâce à mon système, c'est ce à quoi sert le système, et contraintes, si mon système doit venir s'adapter à un milieu extérieur. Ensuite, ces fonctions, eh bien, on les détaille dans un tableau de caractérisation des fonctions. On trouve aussi le nom de cahier des charges fonctionnelles. Dans ce tableau, on va recenser les fonctions, mais aussi on va venir les caractériser, c'est-à-dire donner le critère sur comment on va venir juger plus tard de la bonne réalisation de la fonction, à quelle valeur on a, est-ce qu'on est flexible ou pas au niveau du cahier des charges, est-ce qu'on permet des latitudes, des tolérances. Préserver l'environnement, c'est tenir en compte
à l'intérieur de mes tableaux de fonctions et de mes fonctions d'éléments environnementaux, de critères environnementaux par exemple. Attention, quand on pense à l'environnement, il faut penser à l'environnement dans la totalité du cycle de vie du produit et pas spécifiquement pendant son utilisation normale chez l'utilisateur. Effectivement, le produit, il a un impact sur l'environnement quand je le recycle, quand je le distribue. Est-ce qu'il faut que je fasse venir des bateaux de Chine par exemple, ou est-ce qu'au contraire le produit est produit localement? Et la totalité de ces impacts environnementaux vont me permettre de voir si mon produit va venir avoir un impact faible ou majeur sur l'environnement. Enfin, pour terminer, on avait identifié des tendances d'évolution du système. 4 tendances, il en existe d'autres bien entendu, qui nous permettaient éventuellement d'anticiper sur l'amélioration du produit au moment où on est en train de le concevoir. Est-ce qu'on ne peut pas tout de suite concevoir un produit un petit peu plus évolué en se posant la question que ce qu'on aurait fait de prime abord? Voilà, allez, la vidéo est terminée, bon courage pour la suite!